Bon, on fait un petit test micro. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est évidemment mon sujet préféré. On a donné assez de notre temps à cette série. Allez, on va réussir à filmer cette vidéo aujourd'hui, je le sais. Et là, les personnages sont écrits avec le cul. Oh mon Dieu, c'est vraiment lever les yeux au ciel, c'est comment les boomers voient les adolescents en pleine crise d'ado. Non, c'est pas droit mon histoire. Et en même temps, il y a un côté un peu amour-haine, un peu relation toxique quand même avec cette série. Et je sais pas comment on a fait pour tenir une saison 2 entière, pour être honnête. Là, on est bien ou pas? Je le sais, je le sens. Là, je suis trop basse, là. Après avoir craché mon venin sur From, je vous parle d'une série que j'ai adorée. Je sais pas si c'est droit. Franchement, je trouve que c'est fait avec beaucoup d'intelligence. Mais tout ça, c'est très marrant sur le côté essentiel de l'art. On l'a bien vu pendant le Covid. Oh hi! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'essaie de la préparer. Là, aujourd'hui, je pense qu'on se rend pas compte en fait de tout le travail qu'il y a derrière une petite vidéo. C'est pas du tout le sujet, mais c'est vrai que souvent, les gens ne se rendent pas compte qu'une vidéo, ça se fait pas tout seul. Alors, aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est évidemment mon sujet préféré. Petite vidéo face cam, tranquille, pour vous parler effectivement d'un sujet que j'adore et dont je n'ai même pas encore parlé sur YouTube. Enfin si, j'en ai un peu parlé dans mes vlogs, mais pas de manière frontale comme là, c'était pas un sujet thématique. Donc aujourd'hui, on parle de cinéma et plus principalement de séries. On va parler de deux séries. Alors, une que j'ai adorée et une que j'ai plus ou moins détesté, on va dire. Donc c'est voilà, un coup de cœur et un coup de gueule, entre guillemets. Sans plus tarder, on commence avec... Alors les séries, ça va être From et deux studios. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Ce sera l'occasion de découvrir ou de ne pas aller découvrir et de vous sauver du temps. Surtout pour l'une d'entre elles. C'est parti. Alors attention, oui, j'ai pas dit, mais il y aura des spoilers dans cette vidéo. Donc si vous n'avez pas vu ces deux séries, allez d'abord les voir et revenez ici. On commence par la série From, qui est donc une série américaine. C'est une série créée par John Griffin, qui date de 2022. Donc nous, on l'a vraiment découvert assez tard avec Xavier. Je crois que j'en ai entendu parler dans 4 quarts d'heure. En ce moment, j'écoute beaucoup 4 quarts d'heure depuis le début. C'est Louise Petrouchka qui en a parlé et ça m'a vachement donné envie. Et j'avoue, on a regardé 2 saisons. On a donné sa chance à la série. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Il y en a 4 en tout, donc je n'ai pas tout vu. Mais franchement, déjà à la fin de la saison 1, on a grandement hésité à savoir si on continuait. Et la saison 2 a fini de nous achever. Donc moi, je pense que j'ai fait le tour avec 2 saisons et que on a donné assez de notre temps à cette série. Et je ne pense pas que je vais continuer. Dites-moi dans les commentaires quand même si ça vaut le coup selon vous. Mais moi, vraiment, non. Je pense que mon avis est fait de toute façon. Je vous redonne le petit synopsis pour donner un contexte parce que je ne sais pas faire de synopsis court et succinct. Une ville cauchemardesque du centre des États-Unis piège tous ceux qui y entrent alors que les habitants, malgré eux, se battent pour conserver un sentiment de normalité et cherchent une issue. Ils doivent également survivre aux menaces de la forêt environnante, notamment aux créatures terrifiantes qui sortent lorsque le soleil se couche. Donc voilà, une fois qu'on est rentré dans cette petite ville, on ne peut pas en sortir. Il y a des monstres qui viennent la nuit, donc et qui tuent les gens, donc il faut rester à la maison le soir venu. Alors, la saison 1 est la moins pire selon moi, en tout cas sur les 2 qu'on a vus. Dans la saison 2, ça part complètement en cacahuète, je trouve. Moi, ce que j'aime bien dans ce genre de série, donc c'est une série qui est un peu inspirée des années 2000, avec un visuel un peu dégueu, un peu cracra, un peu cheapos presque, avec même des acteurs qui surjouent. Enfin, c'est volontaire, ça se voit aussi dans la série. Un peu à la Lost ou... The Walking Dead. Moi j'avais vu The Walking Dead mais j'ai pas vu Lost donc je peux pas vraiment comparer, mais en tout cas c'est un truc aussi de survival, donc c'est-à-dire des gens qui se retrouvent coincés ensemble et qui essaient de survivre coûte que coûte. Moi ce que j'aime bien dans ce genre de film et de série, c'est dans le côté, donc c'est une série soi-disant d'horreur, mais ça on va en reparler. Moi je trouve qu'il y a pas beaucoup d'horreur dans cette série. Franchement, il n'y a pas grand chose de gore et nous avec Xavier on adore l'horreur donc on a été assez déçus pour être honnête, mais tout ça pour dire que oui, je trouve que contrairement à des films comme, il y a un film qu'on adore avec Xavier qu'on recommande souvent, c'est mince, ah bah voilà je l'ai plus maintenant.
Ah oui, It Comes at Night, qui est un film d'horreur qui parle de survival aussi comme ça, mais là où j'aime ce genre de film, c'est que c'est censé faire remonter la nature des gens, donc faire remonter le pire dans la nature humaine. Alors, From, c'est un peu ça, mais les personnages, pour moi, c'est un très très gros défaut de la série, c'est que les personnages, ils sont pas bien développés. En fait, c'est vraiment en plus la force normalement d'une série, parce que la série, c'est censé avoir le temps de développer ses personnages dans le temps long, et là, les personnages sont écrits avec le cul, ils sont vraiment mal écrits, c'est-à-dire que pendant très longtemps on ne les voit pas se développer et d'un coup on nous sort une scène dramatique, notamment avec le personnage de Jade qui est ingénieur je crois dans une autre vie, enfin à la base, auquel on s'identifie un petit peu, mais voilà, il est un peu différent des autres, voilà, il est assez insupportable, et d'un coup, on lui met une scène dramatique avec la maman du sous-shérif, et ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et vraiment, il y a un gros problème aussi, je trouve, dans cette série d'identification. Avec Xavier, on se faisait la réflexion. Moi, franchement, je développe de l'empathie pour les personnages assez rapidement. Et j'avoue, là, on s'en fout un peu des persos. Moi, j'arrive pas à m'attacher. Tout le monde est un peu insupportable. Et en même temps, c'est pas le côté insupportable qui est intéressant, où on se dit voilà, on n'agirait pas comme eux, parce qu'on n'est pas toujours obligé de s'identifier. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui disent ça et c'est le cas. Mais là, vraiment, très peu d'empathie développée, très peu de développement des personnages, c'est-à-dire qu'il y a peu de complexité. Il y a aussi le personnage d'Ellis et de Fatima qui sont en couple, et Fatima, vraiment, elle switch du tout au tout, on comprend pas pourquoi dans ses réactions. Ellis, c'est pareil, vraiment le traitement des adolescents avec le personnage aussi de Julie, je trouve ça, mais oh mon Dieu, c'est vraiment lever les yeux au ciel, c'est comment les boomers voient les adolescents en pleine crise d'ado. Julie, c'est pareil, elle est en pleine crise d'ado, elle est insupportable, et d'un coup, du jour au lendemain, elle devient une adulte, hyper responsable, sur qui on peut compter. C'est assez insupportable. Voilà. Oui, donc le développement des personnages de manière générale est vraiment très flemmard. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps que oui, tout s'explique à la fin, tu verras, sur les personnages et autant sur le scénario. Alors, moi je suis pas d'accord. Une série, évidemment, c'est fait pour être vécue sur un temps long, pour développer, mais en tant que série, t'es censé avoir une échelle de rythme, que ça vienne progressivement, autant pour le scénario que pour les personnages. Donc tu peux pas à la fin, même si ça arrive dans les saisons que j'ai pas vues, 3 ou 4, nous lâcher des trucs comme ça, ou des twists qui nous expliqueraient tout ce qui s'est passé avant. Moi, je trouve pas que ça fonctionne comme ça. Et ça, je trouve ça aussi très facile à faire. Il y a beaucoup trop, je trouve, aussi de sous-quêtes. Déjà, les personnages, bon, évidemment, il n'y aurait pas de série sans ça, mais il y a un moment où il faut peut-être faire un conseil parce que chacun cherche des solutions, du coup, pour se sortir de cette situation, parce qu'en fait, ils sont dans une ville d'où ils peuvent pas sortir. Moi, j'aimais bien ce potentiel, j'aime trop les trucs avec des unités de lieu, des unités de temps, c'est hyper intéressant. Dans la saison 2, ça part complètement en cacahuète parce qu'on a d'autres types de monstres. Moi, je trouve que les monstres au cinéma, c'est rare qu'ils soient très bien faits. Là, les monstres dans la saison 1, je trouve qu'ils sont vraiment bien faits. Ils font peur parce qu'ils sont lents, ils courent pas, ils marchent. Mais parfois, il y a des trucs très incohérents parce qu'il y a des moments où ils arrivent de nulle part. Quand, notamment, attention spoiler, quand Father Catry, le prêtre, là, il meurt, hop, le mec, il arrive direct devant lui, hop, il lui ouvre la carotide, alors que 5 minutes après, on nous dit qu'il ne court pas. Donc, il y a pas mal d'incohérences dans ces trucs, dans ce genre de petits détails qui m'énervent. Ah oui, moi, je dirais, concentrez-vous sur les monstres plutôt que de nous créer des sous-quêtes par-ci, par-là. Créer un autre univers dans la saison 2, attention spoiler, il y a un autre univers qui est créé, donc ça nous part dans des histoires d'araignées avec le shérif qui part, d'autres types de monstres, ensuite il y a des super pouvoirs qui sortent, pareil, ils nous sortent ça vraiment du chapeau, et ça veut dire que tout twist scénaristique est possible, et à un moment il faut une cohérence, et il y a aussi, pareil, spoiler, il y a des personnages qui, on le découvre, ont des super pouvoirs peut-être pas, mais voilà, des trucs un peu où ils arrivent à communiquer avec les monstres, etc. Mais ça nous permet pas... Moi, j'aurais bien aimé qu'on reste sur un côté très... C'est-à-dire que la situation est irréaliste, bien sûr, elle est fantastique, ça ne peut pas exister, les monstres, mais laisser juste parfois la simplicité, ça fonctionne. Les monstres, les humains, et c'est tout.
Voilà. Et juste montrez-nous les humains et comment, en fait, ça se voit bien de développer ces univers parallèles et ces sous-quêtes qu'ils n'ont pas vraiment réfléchi ce développement des personnages. Parce que ce qu'on veut voir, c'est comment ils agissent, comment eux, les personnages, et comment nous, on réagirait dans ces situations-là. Et comment ça s'oppose, en fait. J'ai plus que 4 minutes de batterie alors que je viens de commencer, mais on va continuer. Ah oui, dans la saison 2, on est dans des caves, justement avec d'autres monstres là qui sont ridicules visuellement par rapport aux premiers qui sont très réalistes dans la saison 1. Et on se croirait dans Stranger Things. Enfin, je veux dire, là vraiment, ça n'a aucun sens. Et je sais pas comment on a fait pour tenir une saison 2 entière, pour être honnête. Parce que ça, c'est dès fin de la saison 1, début de saison 2. Pas assez d'action, pas assez d'horreur. Ça, il y a un sens du rythme qui est très mal, maîtrisé, je trouve. C'est-à-dire que ils ne savent pas construire une tension et un suspense. Il y a rien qui se passe. Et ensuite, à la fin de la saison, bam, 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 on nous balance tout d'un coup. Donc la création du suspense, je la trouve assez mal faite, assez peu maîtrisée aussi. Oui, on s'identifie aussi un peu au shérif quand même, qui est vraiment un bon personnage pour le coup, mais bon, tout repose sur ses épaules, donc ça devient un petit peu chiant au fil du temps. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que c'est une série qui s'éparpille vraiment énormément, de manière générale. En fait, l'horreur, pour revenir à ça, parce que moi j'adore le cinéma d'horreur, l'horreur, elle aurait pu être un tremplin psychologique. Moi, j'adore l'horreur psychologique qui révèle la nature des êtres humains. C'est un peu ce qu'on disait juste avant. La psychologie des personnages n'a aucun sens, donc forcément, ça rejoint ce que je disais sur ça. Ah oui, le trope des rêves aussi. Donc le trope dans le cinéma ou dans les séries, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est quelque chose qu'on utilise souvent dans un scénario et qui est une sorte de schéma, on va dire, de running gag non, mais quelque chose qui peut se répéter, qui est réutilisé, une sorte de gimmick en fait qui est répété souvent. Et là, le trope des rêves. Vraiment, ça m'insupporte avec Xavier, on n'en pouvait plus. Le trope des rêves, donc ils font un rêve, il se passe un truc horrible, et hop, le mec ou la meuf se réveille. Non mais ça, pitié, par pitié, je n'en peux plus. Ça c'est pareil, ça explique tout. Et en même temps, il y a un côté un peu amour-haine, un peu relation toxique quand même avec cette série, parce que, en tout cas la saison 1, on finit toujours par y revenir. Moi, j'ai quand même eu du plaisir un peu à la regarder et à revenir à ça. Donc, il y a quand même quelque chose qui fonctionne. Ça, on peut pas lui enlever, c'est vrai. Les visions aussi, le trope des rêves et des visions. Voilà, tout le monde a des visions, tout le monde se réveille. Il y a trop de personnages, en fait. Ils auraient dû se concentrer sur un peu moins de personnages, quitte à mieux les développer, moi, je pense. Ah oui, aussi pour le côté un peu féministe, il y a un discours très border, mais comme dans beaucoup de séries ou de cinéma américain, sur le fait d'avoir des enfants. Alors, spoiler, attention, Fatima est enceinte de Ellis et là d'un coup ils sont dans un monde terrible, ils ne savent pas comment s'en sortir, il y a des monstres partout et là il y a quelqu'un qui sort un discours sur le fait que ce soit un miracle d'avoir un enfant. Même dans cette situation-là. Moi, je trouve ça vraiment terrible. C'est pas du tout un miracle d'accoucher dans cette situation-là. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Voilà, bon. Et ça, il y a beaucoup de séries, Friends, il y a énormément de séries qui parlent du fait d'enfanter de façon toujours très attention, on est contre l'avortement. Voilà. Et comme je disais, une série c'est fait pour développer lentement, pas pour tout finir en queue de boudin. Là au début de la saison 3, encore un petit spoiler, il y a un personnage qui arrive à s'enfuir et à retourner dans la réalité. Ça nous a fait lever les yeux au ciel et on s'est dit on s'arrête là, vraiment. Parce que là encore une fois on s'éloigne du sujet principal. Dites-moi en commentaire si ça vaut le coup selon vous de continuer cette série, mais moi vraiment je pense que je vais m'arrêter là. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé parce que vraiment ça m'intéresse. Alors, 0 minutes? Mais j'ai enlevé des trucs. Pourquoi 0 minutes? Stop. Pourquoi? J'espère que mon micro fonctionne toujours. J'ai changé de carte mémoire, tout va bien. Donc, après avoir craché mon venin sur From, je vous parle d'une série que j'ai adorée. C'est The Studio. Une série sortie en 2025, il y a une seule saison pour l'instant. Alors normalement, il y aura une saison 2, enfin en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Je vous lis le petit synopsis. On va faire short and sweet. Une série américaine donc de 2025, créée par Seth Rogen, Evan Goldberg et Peter Hughes. Je sais pas comment on dit. Ils ont quand même eu le BAFTA de la meilleure série internationale et pas mal d'autres prix aussi. Donc c'est Matt Remick à la tête d'un gros studio de cinéma à Los Angeles qui s'appelle Continental. Matt Remick est le nouveau directeur de Continental Studio, une société de production en difficulté.
Alors que leur film peine à survivre et rester pertinent, Matt et son équipe tentent de vaincre leurs propres incertitudes tout en affrontant les artistes narcissiques et lâches dirigeants d'entreprises qu'ils croisent sans jamais perdre de vue leur inlassable envie de faire de grands films. Bon, ça continue, le synopsis est beaucoup trop long, mais vous avez capté la vibe. Franchement, on a enchaîné de studios après From et franchement, ça fait du bien, j'avoue, parce que From, c'est quand même intense, c'est quand même intense, négatif, et voilà, on s'en sort pas de ce truc. La preuve, c'est vraiment littéral, on s'en sort pas de la ville dans laquelle ils sont coincés. Donc, de studio, ça fait du bien, c'est une comédie, c'est un peu une satire. Moi, j'adore parce que ça parle de la fiction dans la fiction. Pauline, elle dit souvent ça dans L'huile sur le feu. Mon podcast disponible sur toutes les plateformes. C'est vrai que la fiction dans la fiction, j'adore. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui parle des coulisses de l'art de manière générale, mais aussi des coulisses de quoi que ce soit. Et là, c'est les coulisses du cinéma. Donc vraiment, c'est génial. Moi, je me suis vraiment éclatée dans cette première saison. Alors ça va très vite. Franchement, au tout début, on se dit oula, c'est un peu intense quand même en termes de rythme. C'est tac 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 tac, ça enchaîne. C'est vraiment, les dialogues sont hyper percutants, mais ça se calme. Ça a tendance, je trouve, à se calmer petit à petit. Ce qui fait aussi ça, c'est que en fait, il y a pas mal de plans séquences. C'est même des gros plans séquences. En fait, chaque épisode est quasiment un plan séquence à lui tout seul. Moi, ce que j'aime, c'est que les épisodes sont assez thématiques. Donc chaque épisode va prendre un sujet en particulier ou une thématique entre guillemets et l'explorer à fond. Donc là, c'est vraiment aussi de manière générale comment les producteurs, donc là c'est Matt Remick qui est joué donc par Seth Rogen, celui qui a aussi créé la série. Vous savez, Seth Rogen, si vous le connaissez pas, il a joué dans beaucoup de films de Judd Apatow, Clock Mode d'emploi, dans quoi d'autre il a joué. Il a joué dans Platonique aussi, dont j'avais parlé ici dans mes favoris, que j'avais beaucoup aimé aussi. Donc moi j'adore le film dans le film, ça raconte un peu les coulisses des producteurs, des studios de production, surtout américains puisque ça se passe à Los Angeles. Matt Remick, lui, il prend, en fait le tout début c'est lui qui prend la tête des studios et il a une petite équipe avec lui et franchement c'est un film où le jeu d'acteur est vachement mis en avant. Comme c'est des plans séquences, les acteurs sont vraiment beaucoup mis en lumière et en valeur et franchement les acteurs sont trop bon. Il y a donc Seth Rogen, il y a son BFF Sal Saperstein qui est joué par Ike Barinholtz que j'adore. Ma préférée, la meuf du marketing, Maya, qui est jouée par Catherine Hahn. Vraiment, elle est incroyable, elle est complètement givrée la meuf. Ensuite, il y a Queen qui est jouée par Chase Sue Wonders, qui est vraiment incroyable. J'adore ses tenues, qui joue, je crois, la creative executor, mais un peu associée. Donc, enfin, elle était assistante à la base et après, il l'a montée d'un grade du coup. Mais bon, voilà, elle est entre guillemets en bas de la hiérarchie. D'ailleurs, ça parle aussi de l'aspect, alors féministe aussi, mais elle, justement, comment elle est traitée en tant que femme, en tant que tout en bas de la hiérarchie, en tant que femme aussi racisée. Il y a aussi Catherine O'Hara qui joue Patty Lee, donc la productrice qu'il remplace, que Matt Remick remplace. L'actrice est décédée d'ailleurs, donc je tenais vraiment à souligner. Elle est décédée en début d'année 2026 et c'est vraiment une superbe actrice, qui a joué dans Maman j'ai raté l'avion. Est-ce que c'est moi qui délire ? Non, c'est ça. Donc, oui, les dialogues, ça fuse, c'est drôle. Moi, je trouve que les dialogues sont hyper bien écrits, c'est caustique, c'est mordant. Vraiment, ça dénonce beaucoup. Et en fait, alors, ce qui est intéressant, c'est que ça donne vraiment une vision de l'art versus les limites économiques, du cinéma d'auteur versus blockbuster. Il y a aussi tout ce que Matt Remick, lui, en fait, quand il arrive à la tête du studio, il a vraiment envie de faire du cinéma d'auteur. Il a vraiment envie de faire quelque chose de très artistique. Il a une vision du cinéma, presque un peu aussi fantasmé. Et c'est très intéressant parce que ça explore par exemple les relations entre producteurs et réalisateurs, ça montre les dessous de l'industrie et ça montre aussi qu'il y a certains producteurs qui évidemment ne sont là que pour l'argent, mais il y a aussi toute la complexité de devoir répondre à à certains prérequis, de devoir faire de l'argent, toute cette histoire aussi qui est très actuelle aujourd'hui, de comment fonctionne le cinéma, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de blockbusters comme je sais pas les films Lego ou autres, eux notamment c'est la franchise Kool-Aid qui est une boisson
aux États-Unis. Et tous ces films-là, qui sont des gros blockbusters, servent aussi à financer des films d'auteurs plus petits et plus, entre guillemets, artistiques. Et franchement, il y a des épisodes que j'ai adorés. Vraiment, je crois que c'est des épisodes de 30 minutes, donc ça se mange assez facilement. Nous, on a fini la série, la saison vraiment très rapidement. Touk touk touk, oui, un épisode, un thème, moi j'adore, il y a notamment un épisode où il sort avec en gros il a un plan cul qui est une médecin, elle l'emmène à une conférence avec que des médecins et ils finissent par s'engueuler avec tous ses potes médecins parce que lui il dit que les artistes et les gens du milieu de la culture sont aussi pertinents et essentiels qu'un médecin. Et ça finit, voilà, à chaque fois c'est tourné en dérision, amené à l'extrême, enfin voilà, spoiler, il est emmené à l'hôpital à la fin. Mais tout ça, c'est très marrant sur le côté essentiel de l'art. On l'a bien vu pendant le Covid. Donc c'est à la fois un débat débile entre guillemets de comparer les deux et à la fois c'est hyper important parce que sans art, sans divertissement, sans culture, on ne serait rien, on ne serait que dans la survie et pas dans vivre au quotidien, quoi. Les tenues, j'ai adoré. Moi, je suis toujours obligée de regarder les costumes. C'est marrant d'ailleurs parce que maintenant Xavier regarde un petit peu plus ça. Et les tenues de Seth Rogen. Franchement, je pense qu'il a un petit amour quand même pour les costumes parce que dans Platonique, il y avait aussi beaucoup ça. Donc je pense que peut-être que lui aussi, il a une petite fibre sur ça. Et ses tenues sont super. Il a des costumes un peu inspi années 70 avec l'école pelle à tarte. Vraiment, ces costumes, ils sont trop bien. J'adore les tenues de Queen aussi, qui est super. Donc vraiment, les costumes sont vraiment très très chouettes. Ah oui, il n'y a pas trop de tabous et aussi j'aime que cette série mette les pieds dans le plat, mais dans le bon sens, parce qu'il y a un épisode notamment sur la diversité, sur l'inclusion, sur le fait que là pareil, ils cherchent constamment à chercher de la diversité dans un film, dans leur casting de film par exemple, une personne noire, des personnes issues de minorités, et puis ils finissent par refaire tout le casting. Tu sens que c'est un peu au hasard pour être dans l'inclusion, dans les quotas, et puis tu te rends compte aussi qu'à la fin c'est quand même un groupe de personnes majoritairement blanches qui décident, qui sont décisionnaires, donc ils finissent par aller demander l'avis à des personnes issues de minorités. Enfin, franchement, c'est assez bien fait, je trouve, et c'est très drôle la façon dont c'est abordé. Lui aussi, qui cherche vraiment constamment à être aimé, qui dérange les réalisateurs. Il y a une scène incroyable, enfin un des épisodes où c'est une réalisatrice, c'est Sarah Polley d'ailleurs qui a fait Woman Talking. Il y a plein de gens qui jouent leur propre rôle en fait. Sarah Polley, Martin Scorsese, Zoe Kravitz, Dave Franco. L'épisode avec Zoe Kravitz, il est trop drôle aussi. Désolé, il y a plus de soleil, il s'est caché. Et celui avec Sarah Polley où il filme un plan séquence dans un plan séquence. Donc là, l'épisode est un plan séquence et à l'intérieur, lui, il va sur un plateau pour accompagner le tournage d'un plan séquence et il n'arrête pas de vouloir donner des retours à la réalisatrice. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est filmer sa scène. Elle a qu'une envie, c'est qu'il se casse du tournage. Mais franchement, je trouve c'est fait avec beaucoup d'intelligence parce que lui, il est plein de bonne volonté aussi, mais il se rend pas compte qu'il est en train de l'empêcher de faire sa scène, en fait, tout simplement. Ça casse un peu le rêve du cinéma américain et en même temps, c'est une lettre d'amour au cinéma. Donc moi, c'est ça que j'aime bien. Voilà. Et on finit là-dessus parce que c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire sur cette série, vraiment, qui est super. Donc allez la découvrir. Moi, je l'ai vue sur Canal. C'est une série Apple, donc Apple TV. Donc si vous voulez aller découvrir, allez-y. Voilà, c'était mon coup de cœur et mon coup de gueule série. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. J'aime trop débattre là-dessus, donc allez-y. Les amis, ma caméra m'a lâché, mais j'ai décidé que je filmerai coûte que coûte cette vidéo. Heureusement, c'était la fin, donc dites-moi si ça vous a plu et quelle série ou autre film vous avez envie que j'aborde dans les prochaines vidéos. Voilà. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!